Salut. Bienvenue sur Horror King. Abonne-toi à la chaîne, laisse un pouce, écris d'où tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Merci pour le soutien. On commence. Histoire 1. Il est né le 5 octobre 1948 à l'hôpital Notre-Dame, à Montréal, Québec. Jean-François Larivière a grandi, s'est engagé dans les forces armées canadiennes et il a été libéré honorablement après avoir été blessé 2 fois durant une mission de maintien de la paix à Chypre. Ce sacrifice lui a valu 2 croix de bravoure. Après, il a profité des prestations pour anciens combattants et il a obtenu un baccalauréat en journalisme à l'Université Laval, à Québec, en 1976. Pendant cette période, il a travaillé. Il a couru les salles de rédaction. Il a tiré le portrait des villes et des vies, photographe, reporter pour des petits journaux au Québec et en Ontario. Puis, en 1983, il a déménagé avec sa famille à Québec pour se lancer enfin comme romancier à plein temps. Il s'est amouraché de la musique québécoise, des bouffes chaudes, des rues qui sentent la pluie et le sucre. Tu l'imagines? Non. On l'a imaginé. La nuit du 30 janvier 1985, il a décidé d'emmener un ami au centre-ville pour casser la croûte. Ils ont bu du caribou, ils ont ri. Il a entendu, derrière une porte entr'ouverte, une musique qui appelait, pas un banal air, mais quelque chose de vivant, de chaud. Jean-François et son ami, Alain Radlat, ont poussé la porte. Ils ont voulu juste suivre la musique. Ils ont marché, la chaleur, les voix, la vapeur d'un plat qui tournait sur un feu. Et puis soudain, le monde s'est arrêté. Ils sont tombés sur une fête privée, pas n'importe laquelle, la fête de Raphaël Quérin-Quintal. À ce moment-là, Raphaël était l'un des plus riches et des plus dangereux trafiquants du pays. Il avait cofondé ce qu'on appelait le cartel du Québec. Il était le frère de Michel Quérin-Quintal, fondateur et ancien chef d'un cartel rival en Mauricie. Il était soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement et à l'assassinat de l'agent de la Sûreté du Québec. Henri, on l'appelait Kiki, Camarena, un acte de vengeance après que des autorités avaient saisi environ 160 millions de dollars canadiens de marijuana appartenant au cartel. Tu vois l'image? La pièce s'est figée, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Les verres se sont tus, les guitares ont cessé de gratter, tous se sont tournés vers eux. Certains avaient les yeux qui cherchaient une échappée, d'autres avaient la haine d'un couteau froid. Jean-François et Alain ont balbutié des excuses. Trop tard. La paranoïa de Quérin-Quintal n'a pas toléré qu'on l'invite à la surprise. Ils les ont saisis. Ils les ont forcés dans un réduit, une arrière-boutique où le plastique avait la brillance d'une lame. Là, on les a frappés, on les a interrogés, on les a torturés avec des ustensiles de cuisine. Un pic à glace qui grattait la chair, une fourchette de barbecue qui sciait. Les bruits étaient nets, le cliquetis métallique, la respiration qui s'éclaircissait, le râle d'un corps priant sans foi. L'odeur est devenue cuivre, sang et alcool mêlés. Le goût du métal leur est resté sur la langue. Aucun des deux n'a avoué être envoyé de la Sûreté du Québec. Mais les plaquettes d'identification militaire de Jean-François, ces médaillons, ont suffi. Dans l'esprit de leurs tortionnaires, il était marqué. Ils ont tenté de les abattre à coups de masse par des violences contondantes. Pour Jean-François, ils ont réussi. Son souffle s'est cassé. Son cœur a cessé de répondre. Pour Alain, la mort a tardé. Ils l'ont laissé vivant, encore haletant, du sang sur la joue. Ils l'ont enveloppé dans des nappes de table, froides, grasses.
Ils l'ont traîné jusqu'au parc Saint-Isidore de Monzon. On pense qu'ils l'ont enterré vivant, la terre tassée sur les lèvres, le monde qui s'est éloigné comme un bateau. Des mois plus tard, Kérin Quintal a été arrêté dans un manoir aux Bahamas. On l'a extradé vers le Canada pour le meurtre de Kiki Camarena. Un jury l'a déclaré coupable et il a été condamné à une peine de réclusion d'une durée de 40 ans. Après son incarcération, le cartel du Québec s'est désintégré au début des années 1990. Les chefs restants ont ouvert chacun leur route, certains ont rejoint d'autres réseaux, d'autres ont fini par glisser vers des bandes comme le chapitre québécois des Hells Angels, qui a ensuite, 6 mois plus tard, passé sous la coupe de Maurice Mom Boucher. Et puis, grâce aux informations récoltées après l'arrestation, les corps ont été retrouvés. Les restes de Jean-François et d'Alain ont été tirés d'une tombe peu profonde, juste à l'orée de Saint-Isidore. On n'a jamais su exactement où Alain a été inhumé ensuite. Jean-François, lui, a été enterré au cimetière militaire national Saint-Hubert, à Québec, selon les volontés que ses proches ont dit connaître. Écoute-moi. Imagine la dernière odeur qu'il a sentie. Une lampe qui vacille, la graisse qui crépite, la voix d'un bourreau qui rit dans l'écho d'un hangar. Imagine ce que ça fait de se débattre et d'entendre la terre tomber comme une chute de rideau. Ce soir-là, la musique a arrêté pour de bon pour 2 hommes. Et quelque part, la peur a continué de danser dans la salle, comme si elle n'avait jamais été invitée. Tu te souvenais? Non? Moi, je me souviens. Et chaque fois que je passe devant une porte entr'ouverte, j'entends encore le disque qui craque et la foule qui se retourne. Jean-François Soucy avait 51 ans quand tout s'est effondré. Il était né à Montréal, au Québec, le 12 août 1958. Il avait grandi dans la ville comme un gamin de quartier. Il avait étudié, il avait obtenu des diplômes à HEC Montréal et à l'Université du Québec à Montréal. Il s'était aussi formé au Centre d'études du comportement humain de l'Université de Sherbrooke. Puis, en 1979, il s'était enrôlé à la Sûreté du Québec. Une trajectoire idéale pour quelqu'un qui voulait incarner la loi. C'est ce qu'il aimait raconter, en tout cas. Il se présentait comme l'exemple même du flic irréprochable. Sauf que la réalité était plus sale. On l'avait renvoyé au bout de moins de 10 ans. Conviction pour fraude de pension. Vol d'essence. Des petits crimes qui, mis bout à bout, avaient fissuré cette image de héros. Mais, et c'est ça qui glace, le public s'en fichait. Le public l'avait porté plus haut encore. Il était devenu animateur d'une émission télévisée très suivie et profondément controversée. Crime libre. Une émission qui passait au travers de la nuit des quartiers, qui parlait de meurtre, de trafic, comme un journal de chasse. Dans une province où le crime organisé rôdait comme un brouillard, ses reportages étaient de l'or. Il avait converti la peur en audience. La caméra le suivait partout. Il avait une petite équipe de tournage mobile et il avait fini par posséder un pouvoir étrange. Il arrivait sur les scènes avant les enquêteurs. Les gens avaient aimé ça. Les enquêteurs, moins. Il avait un jour traversé une forêt laurentienne pour s'approcher d'un corps calciné. Il avait marché parmi l'humidité, les aiguilles de pin frottant ses bottes. Devant la caméra, il avait dit, d'une voix posée, « Ça sent le barbecue. C'est un homme. Ça sent la viande qui brûle. » L'impression, c'est que c'est aux petites heures, que c'est une exécution. Les mots avaient accroché l'écran. L'odeur de viande brûlée flottait presque à travers le micro.
Certains officiers de la sûreté ont trouvé ça suspect. On n'avait pas encore confirmé la cause du décès et il lui parlait déjà comme s'il avait tout vu. Puis 2009 est arrivé comme une rafale glacée. L'accusation tombait. Jean-François avait engagé des tueurs à gages pour éliminer 5 personnes, 5 êtres mis à mort pour faire monter l'audience. La nouvelle avait tourné la province en bouillie. Les gens n'en revenaient pas. Comment l'homme qui se présentait comme le protecteur aurait-il commandité des meurtres pour des chiffres d'écoute? Il avait nié, naturellement. Il s'était retiré des feux des projecteurs, mais il n'avait pas disparu. Un ancien confrère, ex-officier de la sûreté, Michel Georges Daoust, avait avoué avoir exécuté l'un des meurtres. Un nom sur une liste, un témoignage qui avait fait trembler. Puis ce fut pire, son propre fils avait été arrêté. On l'avait accusé de meurtre, de trafic de stupéfiants et de possession illégale d'armes à feu. La police avait affirmé qu'il faisait partie de la conspiration. Les portes avaient claqué. Des perquisitions avaient eu lieu. En octobre de la même année, une montagne de preuves compromettantes avait été trouvée chez Jean-François. Il avait été inculpé. Meurtre, trafic de stupéfiants, intimidation de témoins, port illégal d'armes, constitution d'un gang criminel. Les chefs d'accusation claquaient comme des coups de feu. Une mise en accusation avait mené à un mandat. Et il s'était enfui. Une chasse à l'homme s'était organisée. Plus de 60 agents de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada avaient été dépêchés pour le ramener. On entendait des radios qui grésillaient, des bottes qui crissaient dans la boue, la pluie qui frappait les vitres des voitures de patrouille. Quelques jours plus tard, il avait finalement cessé de courir. Il s'était rendu, mais il avait continué à crier son innocence, comme si crier pouvait dissiper la peur d'être livré aux geôles du Québec, des prisons que l'on savait surpeuplées et dangereuses. Il avait dit qu'il savait qu'on lui ferait du mal en détention. Son frère, le vice-maire Charles Soucy, avait supplié les autorités, s'il fallait l'envoyer en prison, alors qu'on l'isole, qu'on le garde dans une cellule séparée. La peur avait contaminé la famille. Pendant le procès, le sordide avait encore dégouliné. Des anciens collègues avaient été impliqués. Le producteur de Crime Libre avait été arrêté, soupçonné d'avoir trempé dans la machination. Des témoins avaient raconté que Jean-François avait commandité des intimidations. Ceux qui pouvaient le désigner comme le cerveau avaient été accostés, persuadés, parfois frappés. Le procédé avait pris la forme d'un chantage à la loyauté. Et lui, dans sa verve, avait retourné les choses. Il prétendait qu'on le piégeait parce qu'il avait découvert un réseau de trafic d'enfants, financé par des personnalités puissantes. Il avait accusé la province entière. Il avait transformé ses partisans en boucliers. Il les avait poussés, les avait forcés à commettre des actes pour le protéger. Ces gestes, acceptés ou forcés, étaient devenus des preuves contre lui. La constitution d'un gang criminel. Le poids de tout cela l'avait rongé. La menace d'un emprisonnement à perpétuité. La perspective d'être enfermé parmi des hommes prêts à tout. Le stress l'avait brisé. En mars 2010, il avait souffert de graves problèmes cardiaques. On l'avait placé dans un centre spécialisé pour le cœur, à la ville de Québec. Les docteurs avaient tout tenté. Mais il était fatigué, usé par la peur. Quelques mois après son admission, il était mort d'une crise cardiaque. La fin avait été presque ridicule. Un héros autoproclamé, terrassé par son propre cœur. Il était parti sans un bruit, ou presque. Les couloirs de l'hôpital avaient regardé cette odeur froide d'antiseptique, et la rumeur avait continué de circuler, lourde et informe. Dans la mémoire publique,
il restait une contradiction qui grinçait. Un homme qui avait prêché la paix et la justice, qui avait vendu des images de sécurité et qui, dans le noir, avait profité d'un nombre incalculable de morts. Certains crimes, on l'a dit, il les avait orchestrés. D'autres, il les avait laissés arriver. Ce qui demeure, c'est une trace de soufre sur sa réputation. Les gens se souviennent maintenant d'un voleur, d'un meurtrier. Pas d'un homme de loi, pas d'un enfant du peuple. Juste d'un nom qui résonne comme une mise en garde, si vous écoutez bien, quand la nuit tombe et que la télévision s'éteint. Écoutez dans un bar sombre, on sent encore son souffle dans la pièce. On imagine l'odeur de la forêt, la viande qui brûle, les battements d'un cœur qui s'accélère. On entend les pas de ceux qui ont suivi ses ordres. Et la dernière image qui reste, c'est celle d'un homme seul, dans un lit d'hôpital, avec la lumière qui se reflète sur la peau et le tic-tac d'une machine qui finit par s'arrêter. Terrible ironie. L'artisan de la peur a fini lui-même par devenir le sujet d'une peur plus grande. Tu veux que je te raconte une histoire qui colle au palais et qui te serre la gorge. Écoute bien, Jean-François Chartrand est né à Québec le 5 octobre 1945. Tout petit, il a respiré les mots. La poésie l'a mordu, puis le reportage l'a avalé. À 15 ans, il a sauté dans le train pour la Cité Reine, Montréal, et il a commencé sa carrière de journaliste. Il a gravi les marches une à une. Un micro ici, une caméra là. 35 ans dans les médias, des potins, des vedettes, des rires enregistrés. Sa voix est devenue une habitude dans les salons francophones du Québec. On aurait dit une vie en pellicule dorée. Mais écoute, la lumière cache toujours une ombre. En 1990, il a fait quelque chose d'énorme pour l'époque. Il a annoncé publiquement son homosexualité à la télévision en direct. Il a dit qu'il montrait enfin son côté féminin. Il a dit aussi que c'était libérateur. Les applaudissements ont craqué comme du verre, et la culture québécoise, parfois si virile, lui a mis des regards de travers. Pourtant, l'acceptation a grandi. Dans les années qui ont suivi, le souffle social a changé. En 2011, il avait 65 ans. Il aimait encore la scène, et surtout, il aimait quelqu'un. Rémi Sabourin, un mannequin de 21 ans, ancien candidat d'une émission de télé-réalité à la recherche du rêve. Pour la presse, pour les fans, ils formaient un couple improbable. Pour certains proches, quelque chose grinçait. Louis Perrault, un ami et rédacteur, a expliqué plus tard qu'il y avait eu des frictions lors du voyage, des mots durs, des silences qui pesaient rien qui laissait deviner le gouffre à venir. Peu après Noël 2010, Jean-François et Rémi ont pris le train pour Montréal. Ils ont voulu voir du Cirque du Soleil. Ils ont voulu passer le réveillon dans le Vieux-Port, boire le champagne, sentir la ville lumineuse. Ils ont pris une chambre à l'hôtel Intercontinental. Tu sens la moiteur du hall, l'odeur du parfum et du désinfectant, l'écho des talons. Ces détails, ils vont te rester en travers de la gorge. Le 7 janvier, ils prévoyaient un spectacle en début de soirée. Puis, une rencontre avec l'ex-femme de Perrault et sa fille au bar de l'hôtel. Les femmes ont attendu. Longtemps. La pendule a grignoté les minutes. Puis, quand la porte ne s'est pas ouverte, elles ont vu débarquer seul Rémi. Il était là, mais vidé. Ses yeux étaient lointains, comme si quelqu'un les avait éteints. Il a dit, et je te jure que les mots sont restés suspendus comme du givre. Jean-François ne quittera jamais plus l'hôtel. Il a disparu dans le flux. Les deux femmes ont foncé vers la sécurité.
Il était un peu après 7 heures du soir, quand la sécurité est montée dans la chambre de Jean-François. Ils ont trouvé l'horreur. Une pièce qui sentait la brûlure et le métal. Des taches sombres sur les draps. Le corps de Jean-François, battu à mort. Des objets brisés autour de lui. On disait qu'on avait utilisé un ordinateur portable et une bouteille de vin pour frapper. Mais le pire, le plus abject, c'était la mutilation. On avait sorti ses organes avec le tire-bouchon d'un décapsuleur. On lui avait arraché un œil avec ce même outil. L'image te colle aux dents, je sais. Le médecin légiste n'a pas maquillé les mots. La mort avait été causée par des traumatismes crâniens, par choc contondant et par compression du cou. Et le plus cruel, impossible de déterminer si les mutilations avaient eu lieu avant ou après la mort. On sent encore le froid de la chambre dans la nuque. Le SPVM s'est concentré sur Rémi. Ils l'ont retrouvé, à l'hôpital général de Montréal. Il avait tenté de se trancher les poignets. L'hémoglobine sur ses mains racontait une autre histoire. Ils l'ont placé en garde à vue, puis on l'a envoyé pour une évaluation psychiatrique à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Tout cela s'est passé sous le regard des policiers. Quand les médecins l'ont déclaré apte à être interrogé, il a fait quelque chose qui a coupé le souffle à tout le monde. Il a avoué. Il a dit qu'il avait tué Jean-François. Mais écoute, la bascule dans les mots. Quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu qu'il avait voulu se débarrasser de ses démons homosexuels. Comme si le meurtre était un geste rituel, comme si couper une corde humaine pouvait étancher une honte. Pendant l'interrogatoire, il a été erratique, presque théâtral, comme s'il préparait une défense pour folie. Les policiers ont saisi les téléphones portables des deux hommes. Là, dans ces échanges, dans ces messages, on a trouvé autre chose. Des disputes mesquines, de l'amertume. Les textos parlèrent d'argent. Ils parlaient de cadeaux non donnés. D'un refus de Jean-François de couvrir les dépenses de son très jeune amant. L'évidence s'est faite plus noire. La colère était basse, mais la blessure était large. On a inculpé Rémi pour meurtre au second degré. Il avait déjà avoué, et il n'y a pas eu de procès qui joue à l'ombre. Le ministère public a demandé la peine maximale, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. En janvier 2013, Rémi Sabourin n'était plus que détenu 13, à 0056, à l'établissement de Donnacona. Jean-François avait laissé des dernières volontés. Sa sœur a répandu ses cendres dans les tunnels du métro qui courent sous le boulevard Saint-Laurent. Pense-y, les restes d'une voix populaire dispersée entre les rails, entre la poussière et l'odeur de graisse des trains. C'était presque poétique, et en même temps, il y avait ce goût de cendre dans la bouche. Tu sens la chute? Ils avaient fait de ce voyage un rêve. Ils avaient voulu s'échapper, se célébrer. Ils sont tous les deux partis. Et la ville, cette nuit-là, a gardé leur secret contre ces pierres. Le couloir de l'hôtel a continué à respirer du parfum et du désinfectant. Le hall a gardé l'écho des talons. Les tunnels du métro ont reçu des cendres. Et quelque part, si tu te penches trop près des rails, tu peux presque entendre le cliquetis d'un tire-bouchon et le râle d'une vie qui n'est plus. Écoute ça comme si on était au fond d'un bar. La lumière qui tremble, la bière qui refroidit, et quelqu'un qui te chuchote une histoire impossible. Camille Isabelle Vallière est née le 23 mars 1987, à Trois-Rivières. Elle avait l'air d'une fille qui ne craignait rien. Journalisme en tête,
ambition grosse comme des trains. Elle a étudié les relations internationales à la London School of Economics. Puis elle est allée à l'université Columbia, à New York, pour peaufiner son métier. Elle est revenue au Québec avec des papiers que beaucoup lui enviaient. Montréal l'a accueillie. Olivier Saint-Pierre était son compagnon. L'air de rien, elle a commencé à écrire pour des journaux qui font trembler le monde. The Guardian, The New York Times, Vice, Time. Et en mars 2016, elle a reçu le prix Judith Jasmin pour le meilleur reportage numérique. Une étoile montante, une femme prête à tout pour la vérité. Et puis, le 10 août 2017, un texto a tout déclenché. Tu sais ce qu'il y avait dans ce message? Pierre Marchand, entrepreneur québécois connu pour fabriquer des sous-marins, acceptait une demande d'entrevue. Mais il a ajouté une condition qui sentait déjà le soufre. L'entretien se ferait à bord de son sous-marin personnel, l'UC-3 Nautilus. 2 heures sous le fleuve Saint-Laurent, vers 7 heures du soir. Camille a dit oui, parce que les journalistes, parfois, ils acceptent l'imprévisible. Ils se sont retrouvés, ils ont embarqué. Le métal a claqué, l'odeur du diesel est montée, le moteur a commencé à ronronner. On a fermé la trappe, le sous-marin s'est enfoncé sous la surface. Le personnel de Marchand attendait un retour autour de 9h30 du soir. Quand il n'est pas remonté, tout le monde s'est alarmé. Les êtres proches de Camille ont supplié la Sûreté du Québec d'envoyer des secours. Une demi-douzaine d'équipes de recherche et de sauvetage se sont coordonnées. Ils ont filé vers l'estuaire, les moteurs qui hurlent, les radios qui crachent, le sel qui pèse sur la langue. Peu après 10h30 du matin le lendemain, le Nautilus a été aperçu, juste au sud-est du phare de la Pointe-au-Père. Les hommes ont sorti Marchand. Il était vivant, choqué, ébranlé, mais vivant. Camille? Personne. Quand on lui a demandé où était Camille, Marchand avait l'air brisé. Il a dit qu'elle était morte, victime d'une défaillance mécanique catastrophique. Il a expliqué les yeux hagards, qu'il avait été si bouleversé qu'il avait éjecté son corps hors du sous-marin. Selon lui, elle flottait encore quelque part dans le fleuve. On l'a arrêtée pour homicide involontaire. Tout semblait tragiquement simple. Jusqu'à l'autopsie du sous-marin. Les ingénieurs sont venus. Ils ont gratté, examiné, mesuré. Ils n'ont pas trouvé de cause claire à ce qui aurait pu tuer quelqu'un de façon si brutale. Le sous-marin n'avait pas subi une panne évidente. Pire, les spécialistes ont remarqué des signes qui laissaient penser à une mise à sac de l'intérieur, comme si quelqu'un avait sciemment compromis les systèmes alors que l'engin était dans l'eau. Quand on a confronté Marchand avec cette hypothèse, il a nié. Sec et froid, il a dit qu'il n'avait pas saboté son précieux sous-marin qui valait 200 000 $ canadiens. 2 questions ont alors pendu dans l'air humide. Pourquoi détruire un objet de cette valeur? Et où était le corps de Camille? La mer parfois parle. 11 jours après sa disparition, la réponse a échoué sur la plage, sous le soleil terne d'août. Le 21 août 2017, un cycliste qui roulait sur le rivage a tout sauté, s'est arrêté. Il a vu un torse humain, démembré. La peau luisait encore d'eau salée. L'odeur a monté, métal, sang, algues. Les plongeurs québécois ont retrouvé 2 sacs en plastique à proximité. Dans chacun, une tête, une paire de jambes, des vêtements et un couteau taché de sang. Sur la même plage, une scie a été rejetée par les vagues un peu plus loin, grinçant contre les cailloux comme un rire. L'autopsie a montré 15 coups de couteau, surtout dans la région de l'aine.
Le visage de la victime était méconnaissable. Ces images-là, tu ne les effaces pas. Au début, la police n'a pas cru que c'était Camille. Marchand avait affirmé l'avoir laissée intacte dans l'eau. Il avait oublié de dire qu'il avait aussi découpé le corps avant de le balancer. Il a menti beaucoup. Le 5 septembre, lors d'une audience à Québec, Marchand a répété sa version. Un couvercle de trappe défectueux l'aurait frappé à la tête. Accident, cauchemar. Mais la Sûreté du Québec avait fouillé son ordinateur. Les dossiers numériques ont livré du noir. On y a trouvé des films de mise à mort d'une violence abjecte, certains montrant des décapitations. Des anciennes compagnes ont témoigné. Elles ont parlé d'un homme violent au lit qui prenait son plaisir à regarder des exécutions enregistrées. Des obsessions. Des rires contenus. Et puis la preuve qui a fait basculer la scène en enfer. Le sous-vêtement de Camille, celui qu'elle portait la nuit de sa disparition, a été retrouvé dissimulé parmi les affaires de Marchand. Il n'a pas su l'expliquer. Il n'a pas su quoi en faire. Le monde a appuyé sa tête contre une main et a senti un goût de bile. Les autopsies ont continué. La tête de Camille, examinée, ne montrait pas de traces d'un choc violent provoqué par un objet contondant. Marchand a changé de version. Il a avoué avoir sectionné le corps, mais seulement après un accident mortel. Ensuite, il a inventé encore. Une fuite de gaz toxique aurait pu l'empoisonner. Les médecins ont cherché des traces d'inhalation d'échappement. Rien. Vide. Mensonges qui tombent, un par un, comme des dents. Au début de 2018, des chefs d'accusation formels sont tombés. Meurtre, profanation de cadavres, voies de fait. Les procureurs ont présenté un tableau de torture prolongée avant la mise à mort. Les preuves s'accumulaient, noires, solides. Le 25 avril, la justice a tranché. Pierre Marchand a été déclaré coupable de tous les chefs et condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Il a nié jusqu'en septembre 2020. Puis un documentaire est sorti. Dans ce documentaire, Marchand s'est mis à parler d'une voix plate et il a admis avoir tué Camille. L'aveu est tombé comme une pierre dans une eau déjà trouble. Et moins d'un mois plus tard, il s'est brièvement évadé de prison. Il a menacé un psychologue pénitentiaire avec un pistolet factice et un faux ceinturon d'explosifs, comme si la mise en scène pouvait refaire de lui quelqu'un d'autre que ce qu'il était. Les objets se sont révélés être une supercherie. Rapidement, il a été encerclé et repris à seulement 500 mètres des murs de la prison. Le monde a observé. Les amis et collègues de Camille, écœurés, se sont demandé comment une telle monstruosité avait pu exister sous la surface polie d'un homme. On a créé le fonds commémoratif Camille Vallière pour aider des femmes journalistes à poursuivre des reportages qui comptent. En octobre 2017, elle a reçu une nomination posthume pour le prix Gémeaux. Un maigre hommage, sans doute, mais nécessaire. Tu comprends? Elle avait choisi la vérité comme métier. Et c'est la vérité qui l'a emportée. La mère a réclamé des morceaux, mais les preuves ont parlé. Les vidéos, les témoignages, le sous-vêtement trouvé caché, la scie sur le rivage, tout cela a formé un chapelet d'indices qui ont fait tomber l'homme. Pourtant, quand tu fermes les yeux la nuit, il reste cette image, le métal qui grinçait, l'air humide du sous-marin, l'odeur du sang dans l'eau froide et le silence sous la coque. Tu entends encore le battement d'un cœur qui s'est arrêté trop tôt et la respiration des vagues qui effacent les traces. Camille est morte en cherchant la vérité. Son nom, maintenant, sert d'avertissement et de mémoire.
Ceux qui veulent lire ces articles les trouveront. Ceux qui veulent se rappeler la fragilité d'une vie la retiendront. Et sur une plage au sud-ouest de Rivière-du-Loup, pendant un matin d'août, la mer a recraché ce qu'elle ne voulait pas garder. Nous avons lu les morceaux, nous avons su. C'est tout. Et quand tu refermes ton verre, pense à Camille, pense au métal, à l'odeur, aux cris que personne n'a entendus sous l'eau. Le 16 novembre 2004, 64 ans, Marie-Thérèse Beaumont a disparu après être entrée dans la boucherie de sa ville natale, Joliette, au Québec. On a senti la pluie froide ce jour-là, le cliquetis de la porte, le parfum de viande et de savon qui s'effaçait dans l'air. Pendant des jours, rien. Puis, le 12 janvier suivant, la Sûreté du Québec a retrouvé son corps. On a dit qu'on l'avait étranglé, on a dit qu'on l'avait ligoté, on a dit qu'on l'avait torturé et violé. Son corps n'était mort que depuis environ 2 semaines. Autrement dit, on l'avait gardée captive. On l'avait fait souffrir, encore et encore. Sa peau portait les marques des cordes. L'odeur de la peur avait imprégné ses vêtements. Ceux qui ont touché son corps ont entendu le souffle coupé du temps. Le silence de la pièce avait laissé une empreinte sur les murs. Presque 3 ans plus tard, en novembre 2007, 56 ans, Yvette Leduc a disparu. Elle marchait presque exactement sur le même chemin que Marie-Thérèse. Très tôt l'année suivante, on l'a retrouvée. Le même traitement, les mêmes marques, les mêmes ondes de froid qui passent quand on imagine ce qui a pu se passer. En mai 2008, 65 ans, Cécile Tremblay a reçu un appel. On lui a dit que son fils venait d'être hospitalisé. Elle est partie, pressée, vers l'hôpital de Montréal. Elle n'est jamais arrivée. Quelques jours plus tard, on a su que son fils était en parfaite santé. On avait menti pour l'attirer. Son corps a été retrouvé quelques jours après. Cette fois, les enquêteurs ont précisé qu'on l'avait liée avec des cordons téléphoniques avant de la torturer, de l'abuser et de l'étrangler. Les cordons avaient entaillé sa peau. Ça coinçait, ça grinçait. On a entendu dans les rapports le bruit sec des attaches. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été désemparés. Aucune empreinte qui collait, aucune trace ADN exploitable. Presque comme si la nuit elle-même avait nettoyé tout derrière lui. Cela voulait dire, pour eux, que l'agresseur n'avait pas de casier connu. Le seul lien tangible entre les 3 femmes. Elles travaillaient toutes comme femmes de ménage pour différentes agences de placement. Rien d'autre, aucune piste, aucun mobile, juste des femmes qui nettoyaient le monde et qui ont disparu. À Joliette, la rumeur a commencé à courir comme un courant d'air dans un bar. Les gens ont eu peur. Les portes se sont fermées plus tôt. Les voisins ont regardé par les rideaux. Le nom est apparu dans toutes les bouches. Le monstre de Joliette. Et puis un journaliste a débarqué dans l'affaire. 56 ans, Jean-François Tardieu. Un vieux routier des salles de rédaction, passé par 2 des journaux les plus prestigieux du Québec. Il a commencé sa propre enquête. Il a écrit une série d'articles, nets, précis, impeccables, pour la presse et pour le Journal de Montréal. Les gens ont lu, avides. Les articles tenaient la province en haleine. Pour un temps, Jean-François est devenu un héros. Sa plume avait réveillé sa carrière qui s'étiolait. Sauf qu'un flic chargé de l'homicide a froncé les sourcils en lisant. Les articles étaient trop détaillés, trop justes. Jean-François savait des choses que seuls les dossiers d'enquête pouvaient ne pas contenir. Ça ne pouvait pas être une simple chance.
Une fuite s'est imposée. On a fouillé. Fouillé encore. Les protections autour du dossier étaient béton. Aucune faille. Aucun fonctionnaire coupable à pointer du doigt. Alors un inspecteur a eu une idée qu'on aurait voulu ne jamais prononcer. Et ils l'ont explorée. En juin 2008, 2 détectives de la Sûreté du Québec sont allés voir Jean-François. Ils ont dit vouloir parler de ses articles. Lui a parlé. Il croyait aider à coincer le tueur. Quand on lui a demandé comment il savait que les victimes avaient été ligotées avec des cordons téléphoniques, il s'est tu. Un silence lourd est retombé. Les enquêteurs lui ont expliqué que cette information n'était connue que d'un petit cercle d'enquêteurs. S'il ne pouvait pas dire comment il l'avait appris, il devrait expliquer pourquoi il détenait ce détail. On lui a demandé un prélèvement d'ADN. On lui a assuré qu'on voulait juste l'écarter de la liste des suspects. Si on n'avait rien à se reprocher, on n'avait rien à craindre, lui ont-ils dit. Jean-François a accepté. Il a signé. Il n'a pas su que le résultat allait tout changer. Quand les techniciens ont comparé son profil à l'ADN relevé sur les corps, c'était un accord. Un accord parfait. Une correspondance. La Sûreté du Québec a alors dit à voix basse ce que chacun redoutait. Le monstre de Joliette n'était pas dans l'ombre. Il écrivait des articles en plein jour. Après son arrestation, les policiers ont reconstitué un tableau. Tout était tombé. En 18 mois, sa vie s'était écroulée. Son père s'était suicidé. Sa mère avait fait une overdose accidentelle de médicaments sur ordonnance. Il avait perdu son emploi. Sa femme était partie vivre à Québec. Il avait basculé. On a parlé d'une folie lente, d'une colère qui avait trouvé un exutoire monstrueux. Ils ont fouillé le chalet familial, là-haut, dans les Laurentides, l'endroit où il prenait des vacances. Là, dans la poussière et les bois, les enquêteurs ont trouvé des caches, du matériel pour adultes, des cordes, des cordons, des objets appartenant aux femmes tuées, des choses qui témoignaient d'une répétition, d'un rituel. L'air du chalet semblait garder des traces de pas encore chaudes. Et comme si cela n'était pas suffisant pour vous glacer le sang, la police a découvert que la mère de Jean-François avait travaillé comme femme de ménage presque toute sa vie. Le même métier que les victimes. C'était un détail qui a tout changé et qui a tout rendu plus sinistre. Peut-être, Jean-François avait brisé quelque chose en lui et avait commencé à viser des femmes qui lui rappelèrent sa mère. Leur odeur, leur démarche, leur blouse élimée. Peut-être cherchait-il à réparer une blessure en donnant la sienne. Les proches ont parlé d'une relation tendue, d'un secret que peu connaissaient. Les enquêteurs voulaient aussi l'interroger sur la disparition de Gisèle Pelletier, 73 ans, retraitée, femme de ménage, disparue en mai 2003. Mais avant que ces questions puissent être posées, avant qu'on ait pu entendre sa version, on a trouvé Jean-François mort dans sa cellule, à la prison de Donnacona, le 23 juin. Il s'était noyé, ont-ils dit, dans un seau en plastique rempli d'eau. Son seul moyen pour en finir. Un geste minuscule, presque grotesque, pour clore un chapitre si énorme. La fin fut sèche, anticlimatique. Pas de procès public, pas de confession criée à plein poumon. Juste le silence d'une cellule, l'eau noire, et des questions qui continuent de tourner dans la gorge des gens. Comment un homme qui avait tant désiré l'admiration a-t-il fini par tuer pour être connu? Comment la folie a transformé des pulsions en gestes d'une cruauté méthodique? Et surtout, pourquoi ces femmes qui nettoyaient nos maisons, ont-elles payé le prix ultime? On a fermé le dossier pour la presse. On a laissé des familles fouiller les cendres. Mais quand la nuit tombe sur Joliette, certains disent qu'on entend encore, loin,
le frottement d'un cordon contre une chaise, le bruit sec d'un nœud qui serre, le souffle court d'une victime qui n'a jamais eu le temps de supplier. Et parfois, dans le vent, on croit sentir le parfum du savon mêlé à autre chose, un relent que la mémoire ne devrait jamais porter. Écoute, en mai 2015, Jean-François Médard, 67 ans, est retourné dans la région d'Abitibi-Témiscamingue, chez lui, au Québec. Journaliste d'investigation toute sa vie, il tenait un blog connu sous le nom de « Le Hibou de la Vallée ». Le nom voulait dire une veilleuse sans peur, un guetteur qui n'éteint pas la lampe. Et contrairement à beaucoup, Jean-François n'avait jamais reculé devant ceux qui tiraient les ficelles. Il avait mis au jour des magouilles, des barrages douteux de la GRC, jusqu'aux petites fautes de stationnement des élus municipaux. Il s'était créé des ennemis, beaucoup, mais jusqu'alors, rien ne laissait croire qu'il courait un vrai danger, jusqu'au dossier qui l'a consumé. Il savait depuis longtemps que le trafic de stupéfiants gangrénait la vallée de l'Or. Mais au début de 2015, il a découvert quelque chose de pire, de plus insidieux, une traite invisible, la traite d'êtres humains, et surtout l'exploitation d'enfants. L'horreur est là, froide et silencieuse, des gamins arrachés à leur vie, vendus, brisés. La moitié des raisons pour lesquelles personne n'en parlait, c'est que travailler là-bas faisait peur. Leute. On racontait que la loi passait au ralenti, que l'ordre public était un concept flexible en Abitibi-Témiscamingue. Ceux qui éclairaient des secrets que d'autres voulaient regarder dans l'ombre, ils pouvaient s'attendre à des représailles. Les politiciens ont essayé de le freiner, mais eux, au moins, ont gardé des formes. Les trafiquants, eux, n'ont aucune retenue. La violence leur sert de langage. Peu de temps après qu'il a commencé son enquête, Jean-François a disparu. Ses collègues ont eu peur. Plusieurs jours plus tard, la Sûreté du Québec du poste de Val-d'Or a reçu un appel anonyme. On leur a indiqué où le retrouver. L'appel laissait croire qu'il allait bien, qu'on l'avait kidnappé et secoué pour lui faire comprendre qu'il devait arrêter d'écrire. Mais quand la police est arrivée à l'endroit indiqué, elle a trouvé quelque chose d'abominable. Une scène qui t'a brûlé les yeux et qui goûte la rouille. Ils l'ont retrouvé attaché à un arbre. Ses poignets étaient ligotés avec du fil de fer à poule, tiré si fort que la peau avait cédé, coupée comme une corde trop serrée. Son corps était un paysage de torture, ecchymose profonde, brûlure nette, abrasion qui parlait de mains sales et d'outils grinçants. On l'avait décapité. La tête avait été posée devant le corps. Le cuir chevelu lui avait été arraché. La tête et le tronc étaient déjà envahis d'insectes. Ça bourdonnait, ça grouillait d'asticots qui travaillaient dans la chair. Et tout autour, l'odeur, fer, mort, peau brûlée, une odeur qui colle aux vêtements et qui t'éclate le ventre. La nouvelle a secoué la communauté des journalistes au Québec. Mais ce n'était pas la première fois. 14 journalistes québécois avaient été tués depuis le début de 2011. Beaucoup comprenaient pourquoi on avait visé Jean-François. Ma femme, Marie-Claire Chicoine-Savoie, elle a dit, encore en larmes mais toujours dure, « Je pense qu'il est mort parce qu'il a touché à quelque chose qu'on ne devait pas montrer. » Et on la sentait, la fierté, la rage. C'était noble ce qu'il faisait, protéger des enfants. Et c'est ce qui lui a coûté la vie. Ce qui glace le sang, c'est le pouvoir brut des exploiteurs. Ces trafiquants ont kidnappé, torturé, décapité un journaliste en vue, et ils ont agi presque au grand jour, sans être débusqués par la police locale.
Pire, certains policiers ont suggéré que ce meurtre était un crime passionnel, soi-disant né d'une querelle d'amoureux, d'un différend entre amis. Entends-tu l'ironie? Ils ont parlé d'une dispute comme excuse à des heures d'agonie, à une décapitation, à des mutilations prolongées. Qui croit encore à ce conte-là? Pour moi, c'est la preuve qu'ils ont été achetés. J'ai du mal à imaginer une dispute d'amoureux qui finisse en tortures à répétition, en arrachés de cuir chevelu, en tête posée comme un trophée. Non, ce silence, cette indifférence, ce retournement de l'enquête vers des mensonges, ça sent l'argent, ça sent la corruption. Là où la police se montre passive, là où elle minimise, c'est là que les trafiquants règnent. Ils n'ont pas seulement réussi à faire taire un homme, ils ont réussi à plier la justice elle-même. On ne peut pas seulement fermer les yeux et dire que c'était un drame isolé. Quand des adultes se taisent et que d'autres abattent des enfants pour leur commerce, la société entière est complice. Écoute le bruit des mouches, sens l'odeur du cuivre et de la terre retournée autour de cet arbre. Pense au journaliste qui a voulu allumer une lampe et qui a fini consumé par l'obscurité qu'il cherchait à dissiper. Moi, je n'ai jamais entendu un plus mauvais avertissement. Rappelle-toi de Jean-François, la prochaine fois que quelqu'un te dira que tout va bien. Rappelle-toi du fil de fer qui a marqué sa chair, des brûlures qui parlaient, des asticots qui creusaient. Et demande-toi qui a intérêt à ce que l'on oublie. Le matin du 26 août 2015, la ville avait l'air d'avoir gardé son souffle. Il faisait frais, l'air sentait le béton chauffé et la poussière du bitume. Alison Proulx, 24 ans, et son caméraman Adam Wellit, 27 ans, étaient arrivés sur la place Laurier, à Sainte-Foy, Québec, pour une simple interview. Ils travaillaient tous les deux pour la station CFKQ, affiliée à CTV Québec. Ils étaient venus filmer un sujet avec Vicky Gagné pour les 50 ans du lac Saint-Augustin. Un plan d'eau artificiel créé par le barrage du même nom. Alison avait le trac. Elle avait dit qu'elle n'en dormait pas la nuit. C'était l'une de ses premières prestations entièrement en direct, à l'émission matinale de CFKQ. L'air avait ce goût métallique quand on est nerveux, tu sais, la salive qui colle au palais, le pouls qui tambourine contre la gorge. Elle avait pourtant souri, ce sourire de présentatrice qu'on voit à la télé, et à 6h44 du matin, elle avait lancé l'émission comme si de rien n'était. Bonjour, bonjour à nos téléspectateurs. Son micro captait chaque micro-infime tremblement de sa voix. Tout avait filé. Questions, réponses, Vicky qui parlait du lac, Alison qui relançait. À 6h46, quelque chose avait rempli l'air derrière eux. Un pli d'ombre s'était détaché. Un homme tout en sombre était sorti du repli d'une vitrine, comme une tache qui prend forme. Adam avait le dos tourné, il ajustait la caméra, il n'avait rien vu. Vicky et Alison, au mieux, avaient deviné un mouvement périphérique et elles avaient continué. Profession oblige, on pousse, on sourit, on n'interrompt pas une prise. Le petit groupe avait continué à parler. La caméra avait capté l'éclat du soleil sur l'eau, le crissement du vent dans les feuilles. L'homme s'était approché, tranquille, comme quelqu'un qui filme un paysage. Il avait sorti un téléphone et avait commencé à s'enregistrer en faisant mine de capter l'interview. Mais il avait aussi dégainé un pistolet Glock de 9 mm. Il avait pointé l'arme vers la poitrine d'Alison. Le métal avait réfléchi la lumière. Il n'y avait eu aucun cri. Personne n'avait remarqué ce fauve dans la pièce. Et puis, comme si l'instant était trop fragile pour être brisé, il avait abaissé l'arme.
Il avait laissé la scène reprendre. C'était insensé. Qui ferait cela? Peut-être qu'il n'avait pas su tout de suite que le plateau était en direct. Peut-être qu'il avait seulement voulu être vu. Quand il a réalisé qu'en la portée de ce direct, la voix qui passait par les ondes jusque dans les salons lui a sauté aux yeux, il s'est mis à trembler d'une joie malade. Il a relevé l'arme, il a ouvert le feu. 8 coups ont claqué, des détonations qui ont brisé l'ordinaire. Le bruit a arraché les sons du matin. Plus de vent, plus de voix, juste cet impact sec et le goût de poudre dans la bouche. Adam et Allison et Vicky ont été touchés. Les images l'ont prouvé. Trop soudain pour être imaginé, trop vrai pour être croyable. L'attaque s'est déroulée si vite que tout a été capté en direct, transmis chez les gens comme une gifle glacée. Le dernier plan que des millions ont vu, avant que la diffusion ne coupe, c'était la caméra d'Adam qui basculait, tombait dans la poussière. Et pendant un bref instant, l'objectif a scanné le visage de l'homme qui venait de tirer. Un visage qui a hanté des milliers de foyers. Quand la liaison a sauté, le signal est retourné au studio. L'animatrice Kimberly Marchand a dit qu'elle ne comprenait pas ce qu'on venait d'entendre. Elle a avancé que les bruits pouvaient être des pétarades de voitures, un espoir, un rafistolage pour calmer. C'était trop peu. Sur la place, Allison et Adam gisaient, blessés, lentement vidés de leur vie. Les paramédics sont arrivés en courant, tubes, sang, odeur de caoutchouc brûlé. Ils n'ont pas pu les ramener. Vicky Gagné a survécu. On l'a transportée d'urgence à l'hôpital de l'Enfant Jésus, où les chirurgiens l'ont sauvée. Sa blessure, on l'a compris vite, avait été accidentelle. Ce n'était pas elle la cible. Allison et Adam, eux, avaient reçu des tirs à bout portant, des balles dans la tête, comme si l'assaillant voulait être sûr. Avant la mise à mort, il avait tiré pour neutraliser, le torse d'abord, puis le cran d'arrêt fatal. La Sûreté du Québec a bougé. Ils ont demandé les images de la caméra d'Adam. Quand la photo du tueur a clignoté sur l'écran, le directeur de la station a pâli. Il a répondu d'un mot crié. Oui, l'homme ressemblait à quelqu'un qu'il connaissait. Vincent Lefrançois. Ou, pour ceux qui se souvenaient, Vincent Lee Lefrançois, connu à l'écran sous le nom de Brice Williams. Il était né le 8 octobre 1973 à Oakland, en Californie, dans une famille de témoins de Jéhovah. Il avait étudié à l'université Concordia et avait obtenu son diplôme en 1995 en radio et télévision. On a remonté sa trajectoire. Entre mars 1999 et mars 2000, alors qu'il travaillait pour une station du Nouveau-Brunswick, des choses avaient commencé à clocher. 2 collègues lui avaient signalé des erreurs. Il s'était senti persécuté, avait dit au directeur Don Chabot qu'on le victimisait à cause de son orientation. Les collègues, eux, avaient répondu en déposant plainte. Vincent avait explosé après des critiques. Les caméramens évitaient les tournages avec lui. Il racontait un type capricieux, une diva. Il avait fini par être congédié. Il avait attaqué en justice. Il avait déplacé la plainte vers le terrain du racisme, se disant victime parce qu'il était afro-américain. La procédure s'était réglée en janvier 2001, puis la chaîne avait fermé. On ne saura jamais tout. Mais quand, en avril 2012, CFKQ l'avait embauché, la station avait été séduite par son CV. Il n'avait pas saisi les signes. Très vite, il est redevenu ce qu'il était, querelleur, agressif. 3 mois après son arrivée, il avait déjà accumulé 3 plaintes. On avait dit qu'on se sentait menacé en travaillant avec lui. En février 2013,
La patience avait pris fin. Le 1er février, il avait été mis à la porte pour comportement volatile. Un ancien collègue a raconté que quand il a appris son renvoi, il a fondu en une rage si noire que la police a dû intervenir. Les caméras de surveillance montrent une scène qui colle. Vincent qui se saisit d'une petite croix en bois sur un bureau et la lance contre le directeur en hurlant « Vous avez besoin de ça ». L'équipe a vécu dans la peur. La station a dû engager une sécurité privée. Ils ont supplié que la police intervienne si Vincent revenait. Il a porté plainte lui aussi à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, nommant Allison comme une des responsables d'une campagne de discrimination. Après enquête, la commission a rejeté sa plainte. Ces éléments n'avaient pas été corroborés. Il a alors rédigé une note, un brouillon, disait qu'il allait se donner la mort. Quelqu'un a affirmé qu'il avait tué ses 2 chats, pris par une colère sans retenue. Entre son renvoi et la tragédie du 26 août, il n'a pas lâché prise. Sur Facebook et sur Twitter, il a continué à clamer les mêmes accusations. Souvent, il a répété qu'Allison lui avait lancé une remarque codée. Cette rancœur est montée. Elle a tourné en colère froide, puis en une braise prête à flamber. Le matin du 26, il n'a pas laissé de place à l'enquête. À 8h26 du matin, CBC News a reçu un fax de 23 pages, signé Vincent. Note pour amis et famille. Dans ce texte, il a couché sur le papier sa colère contre ce qu'il estimait être du harcèlement et de la discrimination au travail. Il a fait référence à Dylann Roof et au massacre de l'église de Charleston, survenu 2 mois plus tôt, et a dit que c'était la goutte d'eau, le point de rupture. Il s'est décrit comme une mine humaine prête à sauter. Il a avoué admirer des tueurs de masse, Eric Harris et Dylan Klebold, auteurs du carnage de Columbine 1999, et Cho Seung-hui, auteur de la tuerie de Virginia Tech 2007. La Sûreté du Québec a trouvé ces références glaciales. Elles signifiaient qu'il pouvait récidiver. Ils ont dû le traquer. Il a ensuite appelé CFKQ peu après 10 heures pour répéter certains points de son fax. Il avait laissé sa voiture, une Ford Mustang, à l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, puis avait loué une Chevrolet Sonic. Mais la traque moderne n'a pas de répit. Le portable a trahi sa position. Un lecteur automatique de plaques d'immatriculation dans la voiture d'un patrouilleur de la Sûreté du Québec a identifié la Sonic à 11h20. Quand le policier a voulu l'arrêter, Vincent a appuyé. La voiture a filé. La poursuite a été brève, mais violente. Après moins de 3 kilomètres, les pneus qui crissent, le cœur des hommes qui frappent, il a perdu le contrôle et a foncé dans un talus près de Lévis. Les troopers ont encerclé le véhicule. Ils ont rampé, ils ont crié des ordres. Avant qu'il n'ait eu le temps d'ouvrir la portière, une décharge a résonné depuis les sièges avant. Vincent avait sorti le même Glock 19 qu'il avait utilisé sur Adam et Allison. Il s'est tiré une balle. On l'a héliporté au CHU de Québec Université Laval, mais il a été déclaré mort à l'arrivée, 1h26 de l'après-midi. L'onde de choc a traversé les médias comme une lame froide. Les journalistes ont raconté, rejoué, analysé. Les talk-shows ont vidé leurs larmes. Oui, des journalistes étaient déjà morts à l'antenne auparavant. Mais le fait qu'un ancien collègue ait ciblé des confrères, en direct, a ajouté une note d'horreur nouvelle. On a dit qu'on avait eu de la chance, que la traque avait empêché un autre massacre. Mais ça n'a pas effacé l'horreur. Les mots qu'il avait choisis, ses références aux mass murderers, tout cela a peint le portrait d'un homme qui
qui avait choisi la violence comme réponse à des rivalités de bureau. Souviens-toi, il n'a pas réglé ses comptes avec dignité. Il a semé la terreur, il a pris des vies. Et après, il s'est ôté la sienne, laissant derrière lui des questions, des images, le goût de cendre dans la bouche de ceux qui étaient restés. On a appelé cela une revanche terrible, arrachée à la peau d'un quotidien qui n'avait jamais imaginé que l'ennemi viendrait de l'intérieur. La place, depuis, n'a plus le même reflet. Ceux qui l'ont vu ce matin-là ont gardé le son des détonations dans l'oreille, l'odeur sèche de la poudre, la vision d'une caméra qui tombe et d'un visage qui sourit avant le sang. Les téléspectateurs ont vu trop vite. Et quelque part, entre la ligne de l'antenne et la rue, le souvenir a continué à pulser, comme un battement qu'on ne peut pas fermer. Il est né le 1er janvier 1934. Alain Berg est né dans une famille juive de Montréal. Après le lycée, il a fait ses études à l'Université Laval, à Québec. Et il a été le plus jeune à réussir l'examen du barreau du Québec, à tout juste 22 ans. On l'a entendu applaudir, on a senti l'odeur du papier des diplômes, et lui, il a pris son souffle et il s'est mis au travail. Il a pratiqué le droit, mais il a aussi ouvert une boutique de vêtements au centre-ville de Montréal. C'est là, parmi les mannequins et la laine qui sentait l'hiver, qu'il a rencontré Laurent Grosso, animateur d'émission. Grosso a entendu sa voix, la façon dont il parlait, la manière dont les mots claquaient, et il l'a invité en tant qu'invité, ce qui a été le premier d'une longue série. Quand Grosso est parti à Vancouver pour un gros contrat, il a exigé qu'Alain lui succède. Alain a suivi l'antenne d'une station à l'autre jusqu'à ce qu'il s'installe enfin à CKAC. Sa première émission a été diffusée le 23 février 1981. Son émission était politique. Elle vibrait comme une corde tendue. On l'a entendu parler avec rage et tendresse à la fois, et sa voix a traversé des haut-parleurs jusqu'à 8 des 10 provinces du Canada. Les débats ont éclaté, des auditeurs ont appelé, la ligne a craché, un claquement de téléphone, puis la colère. Il défendait les valeurs libérales avec une ferveur qui faisait sursauter. Il provoquait des face-à-face en direct, même avec des suprémacistes blancs, même avec l'auteur d'un livre intitulé « La mort de la race blanche ». Ces échanges n'étaient jamais propres. Ils finissaient souvent dans l'injure, le coup de téléphone raccroché, le silence qui suit une gifle verbale. Le public a adoré. On a aimé le voir mettre à nu la haine, la montrer comme on montre une plaie purulente pour que tout le monde puisse la vomir. En mars de 1982, il a programmé une entrevue avec une femme, Éline Kaplan, liée au mouvement Larouche. Elle avait racolé des dons à l'aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau quand elle avait aperçu Henry Kissinger avec son épouse Nancy. Kissinger se rendait à Boston pour une opération cardiaque. Kaplan s'est approchée, elle a crié. Sa voix a claqué comme un pistolet dans la salle d'embarquement. « Est-ce que vous couchez avec de jeunes garçons à l'hôtel Carlyle ?» Nancy Kissinger est sortie de ses gonds. Elle a foncé, elle a saisi Kaplan par la gorge, elle a hurlé « Tu veux te faire frapper ?» Des valises ont roulé, des gens ont respiré fort, quelqu'un a juré. Les gardes du corps ont tiré Nancy en arrière. Elle a craché. La colère sentait le parfum entêtant de la femme blessée. Kaplan a dit qu'elle porterait plainte. Elle a juré qu'elle ferait de Kissinger un objet de ridicule. Mais devant le tribunal municipal de Montréal, Madame Kissinger a été acquittée. Le juge a estimé que sa réaction avait été raisonnable, spontanée et en quelque sorte humaine,
et qu'il n'y avait pas eu de blessure, donc pas de procès. Kaplan a été furieuse. Elle a appelé l'émission d'Alain Berg. Elle est tombée sur une gueule qui a bondi. Au lieu de l'écouter, Alain l'a attaqué au micro. Il l'a traité d'ignoble créature, et il a dit qu'il aurait aimé que Nancy, lui, en colle une. Kaplan a raccroché au bout de quelques minutes, la salive encore chaude sur ses lèvres. Alain a passé presque toute l'émission à la lyncher verbalement, et sa voix a résonné, répétitive et acide. Les plaintes sont tombées à la station, même de la part d'auditeurs qui se présentaient comme neutres. Il a encaissé, il a ralenti le ton, il est devenu plus mesuré. Mais la publicité, noire, gluante, invitante, a attiré d'autres regards. Des regards qui n'aimaient pas seulement la polémique. Des regards qui haïssaient jusqu'à souhaiter la mort. La menace a commencé à flotter comme une odeur de poudre. Un ancien producteur d'Alain a dit à la police qu'il pensait qu'Alain figurait sur une liste de mise à mort. On a retrouvé des menaces, des lettres, des appels, où des voix crachées se réclamaient suprémacistes blancs, néo-nazis. Une note a prétendu que les Juifs descendaient de Satan, et elle terminait par une promesse glacée. Il ne lui reste plus longtemps à vivre. Le papier sentait la bile. Les menaces portaient l'odeur du métal et du feu. Le soir du 18 juin 1984, un peu après 9h30, Alain est rentré chez lui, rue Saint-Denis. Il avait dîné avec son ex-femme. La nuit était lourde. L'asphalte avait encore la chaleur du jour. Il a garé sa coccinelle noire. Il a coupé le moteur. Le silence s'est posé, épais. On a entendu des pas, des rires lointains, un chien aboyé. Puis des rafales d'armes automatiques ont fendu l'air. 12 balles ont traversé son corps. On a entendu le claquement des impacts. Le métal des balles qui emportait la chair, le parfum âcre de la poudre qui a envahi la rue. Il s'est effondré. Le monde s'est retiré comme la marée. Sa main a tâtonné le bitume. Le goût du sang a envahi sa bouche. Quelqu'un a crié. La ville a continué de respirer, indifférente. La Sûreté du Québec a pris l'enquête. La Gendarmerie royale du Canada est intervenue en soutien. Des douilles ont été ramassées, des petites pierreries mortes qui racontaient une trajectoire. On les a retracées jusqu'à un terrain, une ferme, un repère contrôlé par un groupe qui s'appelait l'Ordre. L'Ordre avait été fondé en septembre 1983. Son instigateur s'appelait Robert J. Mathieu. Les premières réunions avaient eu lieu sur sa ferme, près de Matane. Ils avaient peint leurs rêves avec rage, renversé le gouvernement fédéral. Ils avaient emprunté leur nom à un groupe terroriste fictif d'un roman, le Journal de Turner. Leur second objectif était plus sordide, créer un sanctuaire réservé aux Blancs dans le nord-ouest du Québec. Pour y parvenir, ils voulaient éliminer des figures politiques influentes. Alain Berg faisait partie de leur liste. Après une descente à la ferme, la sûreté a arrêté Bruce Pierrecourt. C'est lui qu'on a identifié comme l'homme qui avait appuyé sur la gâchette. Puis il a fallu remonter la chaîne jusqu'à Mathieu, censé avoir ordonné l'assassinat, censé avoir orchestré la haine. En décembre 1984, les policiers ont localisé Mathieu dans une maison sur l'île aux Coudres, au milieu du fleuve Saint-Laurent, près de la ville de Québec. Ils lui ont demandé de se rendre. Il a refusé. Une fusillade a éclaté. Dans la confusion, les pelures de flammes ont commencé. Des fusées incendiaires de la GRC ont percé la nuit comme des éclats d'orage. La maison a pris feu. Le bois a crié. Le toit s'est affaissé. La fumée noire a tournoyé comme une chape de suie.
Mathieu est resté à l'intérieur. Il n'a pas choisi de se sauver. Il est resté comme un animal captif, et la fumée l'a pris. Quand on est entré, il n'était plus qu'un corps carbonisé, méconnaissable, une ombre brûlée de ce qu'il avait été. L'homme qui avait prêché la mort a fini consumé par les flammes qu'il avait imaginées pour les autres. Alain a été inhumé au cimetière Shahar Hashomayim, à Côte-Saint-Luc. L'odeur des fleurs a essayé de recouvrir l'odeur de la poudre, mais la ville a gardé la marque. 4 cadres de l'ordre ont été inculpés au fédéral pour racket, complot et violation des droits civils d'Alain. 2 hommes, David Langelier et Bruce Pierrecourt, ont été désignés comme planificateurs et exécutants. On leur a infligé des peines qui n'avaient aucun sens. 190 ans pour l'un, 252 ans pour l'autre. C'étaient des chiffres vides, des chaînes longues comme des tombeaux. La seule liberté qui leur restait faisait écho au silence qui suit une exécution. La mort. Alain, lui, est resté dans la voix de ceux qui l'écoutaient. Sa silhouette a hanté les ondes, comme un rappel que parler, parfois, c'était risquer la vie. Les auditeurs ont continué d'appeler, de crier, de débattre. Sa mémoire est devenue un étendard pour ceux qui refusent de se taire devant la violence politique. Et quelque part, quand la nuit se pose sur la ville, on sent encore l'odeur de la poudre, on entend le tic-tac du cœur qui s'accélère, on reconnaît la peur qui passe. On se souvient que des hommes ont voulu réduire un homme au silence parce qu'il parlait. On se souvient que la parole peut être une flamme et que certains ont voulu l'éteindre d'une main sanglante. La terre a recouvert son corps. Les voix, elles, n'ont pas tari. Elles ont continué, rauques, fragiles, en colère. Elles ont dit son nom. Elles ont promis de ne pas oublier. Et à chaque fois qu'un micro s'allume, quelque part, on revient à ce soir. Un moteur qui s'arrête, 12 impacts, le parfum de la poudre, le goût du fer au fond de la bouche et le silence qui tombe comme un couvercle.